Bonjour à tous, je vous remercie de nous rejoindre pour ce symposium sur la prise en charge pratique des Mickey en 2020, soutenu par les laboratoires Pfizer. Je suis Lucine Vuitton de Besançon et j'ai le plaisir d'animer ce symposium avec Gilles Boschetti de Lyon. Bonjour à tous. On va commencer par une première partie, donc ce sera des présentations très pratiques. On va commencer par un cas clinique sur la rectocolite hémorragique et que faire après échec d'une première ligne de biothérapie dans la RCH. Mes liens d'intérêt. Voilà, donc je vous présente Vanessa, qui a 35 ans. Des antécédents gynécologiques, salpingectomie, spondylarthrite ankylosante qui a été diagnostiquée en 2017. Elle est sous traitement AINS intermittent qui gère correctement sa pathologie articulaire. Elle a arrêté de fumer en 2016. Le contexte là va être important, comme souvent. Elle a 3 enfants et elle est artisan à son compte. Elle est coiffeuse. Donc l'histoire de la maladie, je vous ai dit qu'elle a arrêté de fumer. En avril 2018, elle présente une diarrhée sanglante, 4 urgences matinales et à la coloscopie, le diagnostic est rapidement posé de rectocolite hémorragique jusqu'au sigmoïde avec cet aspect que vous voyez qui correspond globalement à un score endoscopique Mayo 2. Donc la première ligne de traitement est le traitement habituel est recommandé, 4 grammes de mésalazine et vous savez qu'il est toujours bénéfique d'associer des traitements locaux. Donc elle a des lavements. On est donc en avril 2018, elle a ce traitement, on la revoit après 2 mois qui est la surveillance classique. Elle va mieux, elle a plus de sang, mais quand même quand on essaye de faire un score de Mayo, finalement on s'aperçoit qu'elle a encore 5 émissions par jour, alors que l'observance à l'interrogatoire nous paraît excellente. Donc comme il y a une réponse mais qui n'est pas parfaite, on décide objectivement de contrôler et là j'ai refait une rectosigmoïdoscopie. Et j'ai une endoscopie qui ne s'améliore pas, voire qui s'aggrave, avec plutôt des érosions, donc un score Mayo 3, ECIS 4. À ce stade, quelle prise en charge peut-on proposer? Je vous propose les propositions suivantes, des corticoïdes oraux, l'ajout de corticoïdes rectaux, l'augmentation de la dose de 5-ASA ou les probiotiques. Alors, on va discuter cette proposition de corticoïdes oraux. Juste un mot sur l'ajout de lavement corticoïdes. Il a été démontré par des études qui maintenant datent un petit peu que les lavements de corticoïdes ne font pas mieux que les lavements de salicylate. Donc, en deuxième ligne, il n'y a pas d'intérêt si l'observance a été bonne. Les probiotiques, maintenant, plusieurs études, des méta-analyses dans la rectocolite qui ne montrent pas de bénéfice du probiotique par rapport au placebo. Donc les corticoïdes oraux, effectivement, là je vous propose les consensus à la fois français et européens qui confirment effectivement dans la rectocolite après un traitement bien conduit par salicylate l'introduction d'une corticothérapie systémique en cas d'inefficacité de la mésalazine et effectivement dans la rectocolite plus que dans la maladie de Crohn où les corticoïdes sont plutôt symptomatiques, on peut induire réellement une rémission par les corticoïdes systémiques dans la rectocolite hémorragique. Alors il y a une alternative qui est le corticoïde local, le budesonide MMX, qui est efficace et retenu dans cette indication par le consensus européen, mais qui n'est malheureusement pas remboursé en France, même si il est disponible. Donc, Vanessa reçoit une corticothérapie classique, 1 mg kilo dans la rectocolite hémorragique. On la revoit assez rapidement pour éviter justement ces corticothérapies prolongées, surtout si elles ne sont pas efficaces. On la revoit 8 semaines après. Elle a rechuté en fait assez vite à la décroissance des 40 mg avec récidive du sang dans les selles. Et vous savez que le sang dans les selles, il est très très bien corrélé à une endoscopie active. Et effectivement, en plus elle tolère pas bien les corticoïdes avec une prise de poids dès le premier mois. Et puis on a une hémoglobine qui commence à chuter, une CRP qui est certes faible à 8, mais 8 dans la rectocolite, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est une maladie active.
Donc là, face à cette situation, donc Vanessa a une rectocolite réfractaire aux corticoïdes. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est bien une rectocolite réfractaire aux corticoïdes? Est-ce que la dose de corticoïdes était satisfaisante? Oui, c'est le cas. Elle a eu 1 mg/kg. Là, on est même 2 mois après. Donc voilà, on a bien le temps suffisant de s'en rendre compte. Il faut pas plus. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une infection intercurrente qui pourrait expliquer les symptômes? Et donc, on va faire des coprocultures, on va éliminer le Clostridium. Et ça a été fait chez Vanessa. Effectivement, elle a une rectocolite réfractaire aux corticoïdes. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai encore une patiente ambulatoire ou est-ce qu'il va falloir hospitaliser la patiente? Donc là, c'est la différence entre la poussée modérée et la poussée sévère et grave, avec les items du score de True-Love, notamment la tachycardie, la CRP élevée au-delà de 40, une anémie plus sévère, l'hypoalbuminémie, etc. Donc Vanessa, elle est encore dans le cas d'un patient ambulatoire. Elle a une poussée modérée à sévère, mais pas grave. Donc là, la prise en charge est assez systématisée, c'est-à-dire qu'en cas d'échec des corticoïdes, on a un patient réfractaire qui pourra pas attendre l'effet d'un immunosuppresseur. Donc effectivement, la première ligne de traitement qui est proposée par le consensus français est l'anti-TNF. Alors, je vous ai mis les recommandations ECHO actualisées quand après la mise sur le marché du vedolizumab, mais avant la mise sur le marché du tofacitinib et de l'ustekinumab. À ce stade, le consensus européen propose les anti-TNF ou le vedolizumab. La différence en France et la différence d'algorithme, c'est que on n'a pas de remboursement pour le moment en première ligne d'une autre biothérapie que l'anti-TNF, bien sûr en l'absence de contre-indication ou d'intolérance. Donc Vanessa, qui est corticorésistante, a choisi, je lui ai proposé un anti-TNF par voie veineuse qui aurait nécessité d'ailleurs une combothérapie ou un anti-TNF par voie sous-cutanée. Elle a choisi la voie sous-cutanée, elle est sous golimumab. Après une induction, elle a un traitement d'entretien selon son poids à 50 mg par mois. C'est la patiente effectivement qui a choisi, puisque elle a des difficultés de s'organiser pour aller à l'hôpital, la voie sous-cutanée. Elle a une réponse initiale sur la rectocolite qui n'est pas parfaite, mais par contre elle se dit tout à fait soulagée et elle peut ne plus prendre d'INS, ce qui est important pour sa rectocolite, pour la spondylarthrite sous golimumab. Pour la rectocolite, on l'optimise assez vite, selon un monitoring rapproché. La patiente avait toujours des émissions sanglantes, on l'optimise à 100 mg. Elle va bien, finalement, pendant 1 an et demi, elle va bien. Et puis là, on est cette année, en janvier 2020, elle récidive un syndrome rectal, elle récidive la présence d'émissions sanglantes, et par contre, sur le plan articulaire, elle va toujours pas trop mal. Donc on a un échec secondaire des anti-TNF, ce qui correspond à un peu plus de 30% des patients. Quelles options on a? À changer d'anti-TNF. Donc là, je vous propose adalimumab ou infliximab. J'ai d'emblée proposé une combothérapie avec le méthotrexate plutôt qu'avec l'azatioprine. Pourquoi? Parce qu'elle a une maladie articulaire et que ce sera très logique avec sa maladie articulaire. En combothérapie, les anti-TNF, évidemment l'infliximab puisque c'est très immunogène, et le deuxième anti-TNF sous-cutané, il est quand même bien démontré maintenant que le risque d'anticorps sur un deuxième anti-TNF est important, et donc le deuxième anti-TNF doit se proposer avec une combothérapie. Les alternatives, le vedolizumab, le tofacitinib, l'ustekinumab. Donc là, vous voyez que ça se complique. Après une première ligne d'anti-TNF et un échec, en 2020, la grande nouveauté, c'est pas qu'on a juste le choix avec un deuxième anti-TNF et discuter en fonction de l'immunogénicité des anti-TNF, mais on a plusieurs lignes de biothérapie. Et donc là, il y a plusieurs critères qu'il va falloir prendre en compte pour essayer de nous aider à faire le bon choix, mais le bon choix pour cette patiente-là. Donc je vous rappelle, elle a 35 ans, elle est active à son compte, elle a 2 enfants et elle a des antécédents chirurgico-gynécologiques assez simples et une spondylarthrite ankylosante. Donc déjà, quelles molécules sont disponibles en 2020 dans la rectocolite hémorragique? Donc on a vu l'infliximab, l'adalimumab, je vous remets les études de phase 3 là qui ont permis la mise sur le marché. Alors en fonction de l'évaluation de la rémission ou de la réponse, on va effectivement avoir des chiffres différents et c'est difficile de comparer des phases 3 puisque les patients
inclus dans ces études ne sont pas forcément comparables, notamment l'étude de l'infliximab. Il n'y avait évidemment que des patients qui n'avaient absolument jamais reçu d'autres biothérapies. Donc finalement, les deux anti-TNF ont montré clairement une supériorité par rapport au placebo, ont eu une AMM. Ensuite, on a eu le troisième anti-TNF, le golimumab, avec des résultats. Là, je vous ai mis les résultats de réponse par rapport au placebo, tout à fait comparables à l'autre anti-TNF sous-cutané. Et puis, le premier venu de biothérapie non anti-TNF, le vedolizumab, qui est une anti-intégrine, qui avait également démontré sa différence par rapport au placebo en rémission et en réponse, et a obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Alors, plus récemment, les nouveaux venus, le tofacitinib, petite molécule anti-JAK, qui a montré sa supériorité par rapport au placebo en rémission ici et en réponse également, et qui a montré aussi une supériorité par rapport au placebo dans la classe de patients qui avaient déjà reçu des anti-TNF. Donc le tofacitinib à l'AMM et le remboursement français, ce qui est important en plus de l'AMM. Ensuite, on a l'ustekinumab qui a déjà l'AMM dans la maladie de Crohn, qui est déjà utilisé dans la maladie de Crohn et le psoriasis, et qui a montré aussi son efficacité dans la rectocolite hémorragique. Et là, le remboursement est en cours de dossier en France et devrait pas tarder. Donc voilà, Vanessa, on a vu les molécules disponibles. Comment comparer les molécules? Pas très facile. On va voir quelle méthode on peut utiliser. Donc, on peut utiliser des méta-analyses qui sont des méthodes statistiques de comparaison, notamment des essais cliniques, qui sont des méthodes statistiques un petit peu artificielles. On peut utiliser les données de vraie vie des cohortes de patients observés, que ce soit monocentriques ou multicentriques. Et puis, le gold standard, le mieux, c'est de comparer des molécules de façon prospective sur des essais dédiés où la question c'est est-ce qu'une molécule est supérieure à une autre? Alors, donc, des essais, juste pour vous dire que des essais prospectif en deuxième ligne qui compare deux biothérapies après l'échec des anti-TNF, pour le moment, on n'en a pas. Donc, on va se servir de quoi? On va se servir de méta-analyse. Et là, c'est une méta-analyse qui a étudié les résultats des essais cliniques uniquement dans le groupe de patients qui étaient en échec d'un premier anti-TNF. Et donc, on a les résultats d'un anti-TNF sous-cutané, l'adalimumab, et des autres biothérapies dont je vous ai parlé, le vedolizumab, l'ustekinumab, le tofacitinib. C'est assez difficile de comprendre ces techniques statistiques, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la probabilité de succès là d'un deuxième anti-TNF qu'un anti-TNF sous-cutané après un premier anti-TNF qui était dans les études majoritairement l'infliximab, la probabilité de succès est très faible. Un peu plus importante pour le vedolizumab et nettement plus importante, en tout cas dans les résultats d'essais cliniques, pour l'ustekinumab et pour le tofacitinib, avec des résultats très intéressants, même sur un critère très stringent, qu'est l'endoscopie. Donc, je rappelle, en deuxième ligne, après échec d'un premier anti-TNF. Comme je vous ai dit, le mieux, c'est effectivement des études prospectives, comparatives. Actuellement, il y en a une en cours, sponsorisée par le GTED, organisée par le GTED, où après échec d'un premier anti-TNF sous-cutané, on randomise les patients pour recevoir ou du vedolizumab ou de l'infliximab. L'étude est en cours, inclut bien dans les centres français GTED, et on aura les résultats, on espère, d'ici à peu près 2 ans. Donc voilà, on revient à Vanessa sur le plan articulaire. Donc elle prenait plus anti-inflammatoire sous golimumab. Donc finalement, moi ce que j'ai choisi, c'est d'exposer les possibilités à Vanessa. J'ai volontairement mis de côté la case du deuxième anti-TNF et je lui ai globalement proposé soit un traitement par voie veineuse qu'est le vedolizumab, ou par voie sous-cutanée ou veineuse sous-cutanée qui est le ustekinumab, ou orale qui est le tofacitinib. Et donc sa réponse a été très rapide. Cette patiente, ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir s'occuper de son entreprise et s'occuper de ses enfants le seul jour où elle ferme son salon de coiffure. Donc son choix s'est porté tout de suite sur le tofacitinib, qui est une molécule par voie orale. Donc finalement, en conclusion,
l'adalimumab en combothérapie avec le méthotrexate, donc en choix pour cette patiente, on a un risque là clairement plus important d'échec. Ça sera probablement aussi démontré dans l'avenir sur des études prospectives, et c'est pour elle pas ce que j'ai choisi. L'infliximab en combothérapie, on a moins de données sur une deuxième ligne par voie veineuse. On sait que rétrospectivement, la deuxième ligne d'anti-TNF par voie veineuse est un peu supérieure à la deuxième ligne par voie sous-cutanée, mais c'est des données rétrospectives. De toute façon, cette patiente refusait des perfusions, ce qui l'a fait écarter aussi l'option du vedolizumab. L'ustekinumab, qui pouvait être discuté. Alors attention, le remboursement est en attente, mais c'était pas ma première option pour elle, dans le sens où elle a une spondylarthrite avec des phénomènes axiaux. On a d'ailleurs vu qu'elle était très bien soulagée par l'anti-TNF qu'on a dû abandonner pour sa rectocolite. Mais sur les formes périphériques, sur les formes axiales de spondylarthrite, clairement, il y a pas peu, voire plutôt pas d'efficacité selon le retour des rhumatologues. Et le tofacitinib, par contre, qui a déjà l'AMM dans d'autres maladies articulaires, a probablement un intérêt aussi pour la spondylarthrite. Donc c'était une alternative assez, je trouve, assez logique pour cette patiente, qui va d'ailleurs bien actuellement. Je ne sais pas, Gilles, si tu as des commentaires sur ce choix. Toi, tu as l'expérience du sekinumab, du tofacitinib sur les symptômes articulaires. Oui, tout à fait. Donc merci pour la question et le cas. C'est vrai que on a des soucis de riches maintenant, avec beaucoup de molécules disponibles en deuxième ligne. Donc c'est évidemment heureux pour les patients et pour nous aussi dans nos choix thérapeutiques. Tu l'as bien exposé, il y a le choix du patient, ça c'est certain. Il faut quand même le guider parce qu'ils sont au courant qu'il y a des nouvelles molécules, qu'il y a plein de choses, mais les subtilités, notamment pour l'atteinte articulaire ou d'autres manifestations extra-digestives, sont moins connues évidemment. C'est pas leur job de faire ça ou de savoir ça. Donc il va falloir bien les guider. C'est sûr qu'on a l'AMM, on a les remboursements qui nous guident pour l'instant, même si dans les mois qui viennent, on va avoir vraiment probablement tout avec notamment l'ustekinumab également. Donc on a vraiment des choix. Sur les formes articulaires, tu as tout à fait raison. L'ustekinumab c'est quand même très limité, je pense. Ça marche quand même moins bien. Le tofa me paraît être une bonne alternative, même si c'est pas, il y a pas d'AMM en effet dans la spondylarthrite, mais il y a des essais qui sont en cours. Donc le tofa paraissait une bonne solution. Il n'y a pas de mauvaise solution. Il faut aussi que les médecins qui ont l'habitude de manier ces thérapies se lancent un petit peu, et commencent à les utiliser, et pas que en xème ligne, qu'ils se fassent aussi la main entre guillemets chez des patients qui sont pas en dernière ligne, où on utilise finalement ces traitements peut-être un peu trop tard. Donc vraiment se donner la chance, et des traitements qui sont très très utiles et qui sont globalement bien tolérés, mais tu vas en parler juste après. Alors justement, je vous propose, comme c'est un médicament un peu nouveau, on a le remboursement depuis plus d'1 an, mais voilà, ça reste un gros changement par rapport aux anti-TNF qu'on connaît bien. Je vous propose donc un point sur comment initier un inhibiteur de JAK. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un inhibiteur de JAK? Déjà, donc c'est une photo de la cellule, la membrane cellulaire. Finalement, ces petites molécules qui sont pas des biothérapies, mais des petites molécules de synthèse, vont se fixer à la base du récepteur, de tous les récepteurs cytokiniques, pour bloquer l'induction du signal du récepteur cytokinique. Donc, vous voyez que déjà sur la physiopathe, c'est un effet très large parce que ça agit sur tout un tas de récepteurs des petites molécules de l'immunité. Donc, comme je le disais, c'est pas une biothérapie, c'est pas un anticorps, c'est une petite molécule qui fait qu'on va avoir des caractéristiques différentes. Première chose, une biodisponibilité qui est rapide, c'est-à-dire qu'on va atteindre une concentration théoriquement efficace dans le plasma dès les 24-48 premières heures. Par contre, la demi-vie est courte, et c'est pour ça que le tofacitinib, c'est une molécule qui va se donner en comprimé, mais 2 fois par jour, le matin et le soir.
Absence d'immunogénicité, c'est pas un anticorps, donc vous n'aurez pas de souci d'anticorps anti-molécule puisque ce n'est pas un anticorps, c'est une petite molécule. L'élimination se fait par le foie et par le rein, c'est important de le savoir pour les contre-indications théoriques. Alors, quelle est la tolérance du tofacitinib? Là, on va parler des effets secondaires, et puis je vous ai entouré ce qu'il faut retenir. Donc, quand on fait un ratio d'incidence par rapport au placebo, un tout petit peu plus d'infection sévère. Sur le taux d'infection global, on est comme le placebo, puisque vous savez qu'un patient qui est bien traité est moins à risque d'infection globalement. Par contre, ce qu'il faut retenir, le signal, c'est clairement sur le zona, un petit peu à la dose de 5 mg, mais plus à la dose de 10 mg qu'on utilise en rectocolite par rapport au rhumatologue pour la dose d'induction. Là, un risque augmenté clairement d'un facteur 4 à 6 de zona. Il a été constaté dès les premières études de phase 3 qu'on a une augmentation des marqueurs lipidiques, c'est-à-dire HDL et LDL dans le sang des patients, assez rapidement, dans les 8 premières semaines. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que comme les deux types de cholestérol vont monter, quand on fait le ratio LDL sur HDL, c'est ce ratio qui intéresse les cardiologues, ce ratio... ce ratio n'est pas modifié dans les études et le taux d'événements cardiovasculaires dans les cohortes de suivi ne va pas être augmenté par rapport à la population générale. Il faut noter que suite aux études d'entretien dans la polyarthrite rhumatoïde dans le groupe 10 mg de tofacitinib, il a été montré un surrisque d'événements thromboemboliques et suite à ça, l'Agence européenne du médicament a émis un warning sur l'utilisation avec prudence chez les patients avec facteur de risque de thrombose du tofacitinib à 10 mg. Donc en fait dans la rectocolite, alors que c'est pas dans cette maladie que les données étaient issues. Donc la recommandation finalement, c'est que la tofacitinib à 10 mg par jour pour le traitement d'entretien n'est pas recommandée chez les patients atteints de RCH qui présentent des facteurs connus de thrombose. Diapositive suivante. Là, je vous ai mis les données de l'étude de suivi dans la rectocolite hémorragique. On a jusqu'à 6 ans d'exposition chez plus de 1000 patients. Et finalement, on a été observé que 4 embolies pulmonaires chez des patients qui avaient des antécédents connus de thrombose. Donc là, des résultats sur le suivi de la phase 3 en rectocolite plutôt rassurant, mais on garde à l'esprit que il y a une recommandation de ne pas faire d'entretien à 10 mg chez des patients qui ont des antécédents connus de thrombose. Contre-indications et précautions d'emploi, c'est très simple. Globalement, ça va être les mêmes que les anti-TNF, contre-indications dans la tuberculose active, dans les infections graves, les infections opportunistes. Pour le moment, on n'a pas de données sur la grossesse. Et je vous ai dit, il y a une élimination hépatique, donc c'est contre-indiqué dans l'insuffisance hépatique sévère. Recommandations pour l'initiation, vous retenez les mêmes recommandations que les biothérapies que vous connaissez. On va dépister une tuberculose latente, l'hépatite B, l'hépatite C, c'est recommandé, c'est optionnel mais recommandé évidemment également. On dépiste le VIH. Si on peut et que le patient n'est pas encore sous biothérapie, on en profite pour réaliser les vaccins, puisque les vaccins vivants vont être contre-indiqués sous tofacitinib, comme sous biothérapie, comme sous tout immunosuppresseur. La surveillance, c'est simple. À l'initiation, surveillance de la numération. Ensuite, une surveillance régulière, comme vous connaissez pour d'autres immunosuppresseurs, ça va être une première surveillance à peu près à 2 mois, sauf que là, à 2 mois, on va rajouter la surveillance des paramètres lipidiques. Si le ratio est correct à 2 mois, on le surveillera plus après. Ensuite, c'est une surveillance classique de numération, de bilan hépatique, de rein, tous les 3 mois. Comment on le prescrit en pratique? L'initiation dans la rectocolite hémorragique, c'est 10 mg, donc un comprimé de 10 mg le matin, un comprimé de 10 mg le soir, pendant 8 semaines. Au bout de 8 semaines, si on a une réponse, on va diminuer la posologie à 5 mg matin et soir. Cas particulier, si la réponse n'est pas obtenue à 8 semaines, on va poursuivre l'induction à 10 mg matin et soir 8 semaines de plus pour 16 semaines au total et faire la décroissance au bout de 7 semaines.
Donc, en conclusion de ce cas sur la rectocolite et l'échec de la biothérapie, il va falloir cette fois-ci connaître plus que les anti-TNF, les différentes molécules à notre disposition. Et puis après, pour faire le choix, il y a le choix en fonction de ce qu'on connaît du profil d'efficacité, ce qu'on connaît du profil de tolérance, mais le profil de tolérance, il n'est pas le même en fonction des antécédents des patients et de leur âge. Et puis finalement, ce qu'il va falloir prendre en compte aussi, c'est ce que le patient préfère, et parfois on peut quand même leur proposer quelques possibilités et voir avec eux le médicament qui leur conviendra le mieux. Voilà pour la partie rectocolite. Je passe la parole à Gilles pour la maladie de Crohn. Nous allons donc nous intéresser maintenant à la maladie de Crohn, après le cas exposé par Lucine donc sur une RCH. Voici mes liens d'intérêt. Donc je vais vous parler de Paul qui a 22 ans, qui consulte pour des douleurs abdominales droites d'apparition récente. Il a trouble du transit avec deux selles molles par jour, sans sang. Il a pas d'antécédents particuliers. Il est fumeur, actif depuis un certain nombre d'années. Il a perdu un peu de poids, 2 kilos. Et il a surtout mal en fosse iliaque droite à l'examen sans que ça soit catastrophique. Il n'y a pas de défense, pas de masse. Au niveau de l'anus, il n'a pas de lésion particulière, pas de douleur non plus, et son bilan biologique retrouve somme toute un syndrome inflammatoire modéré avec une CRP à 8 et une discrète hyperleucocytose. On lui réalise donc en urgence une échographie qui ne retrouve pas d'appendicite, qui retrouve par contre un aspect d'iléite terminale, d'allure non compliquée, avec un iléon donc terminal qui est épaissi sur environ 10 cm, avec une paroi de plus de 3 mm, hein, c'est le critère, elle est plus épaisse encore, et un aspect en cible, on voit les couches de la paroi digestive, donc on voit très bien cette iléite. Finalement, on le prend en charge donc médicalement, et puis le patient, donc il revient vous voir parce que ces symptômes persistent à 15 jours. L'hypothèse principale d'une iléite, hein, premier épisode, c'est elle est infectieuse bien sûr, mais là ça persiste, et donc on lui propose des examens complémentaires. On a la chance d'être dans une période non Covid et on peut lui faire rapidement une iléocoloscopie avec un aspect inflammatoire confirmé, hein, sur 10 cm de l'iléon terminal. On parvient à cathétériser l'iléon. Il y a quelques ulcérations superficielles qui sont compatibles avec le diagnostic d'une maladie de Crohn et donc pas de lésion périnale. On l'avait déjà vu au premier examen. On lui a fait des biopsies et les biopsies retrouvent un infiltrat inflammatoire. Il n'y a pas de granulome, ce qui, je vous le rappelle, n'élimine pas le diagnostic de maladie de Crohn puisque le granulome va être trouvé que dans 20 à 30% des cas au maximum. On lui fait également une entéro-IRM, donc vous avez une image ici. On confirme cette atteinte des derniers centimètres de l'iléon. Ça permet de faire le bilan complet de l'intestin grêle. Il n'y a pas d'autres lésions, il n'y a pas de sténose, il n'y a pas d'abcès, donc on n'est pas sur quelque chose de compliqué. Alors, quelle prise en charge à ce stade? Est-ce qu'on lui propose d'emblée des corticoïdes, du budésonide, de la mésalazine, des anti-TNF ou un sevrage tabagique? Alors moi, je lui ai proposé du budésonide et évidemment de se sevrer en termes de tabac devant cette forte suspicion donc de maladie de Crohn. Alors que disent les consensus devant une première poussée donc de maladie de Crohn iléale et légère, hein, c'est ce qu'on a ici, hein, on a un CDAI qui est assez faible, un score d'HBI inférieur à 8, on va le voir juste après. Un patient qui reste bien ambulatoire, finalement, il a des douleurs, mais il arrive quand même à s'alimenter sans problème. Il a perdu peu de poids, il a perdu 2 kilos. Il n'y a pas de signe de complications. Les lésions endoscopiques, elles sont peu sévères. On les a vues, des ulcérations superficielles. Et puis sa CRP, elle est peu augmentée. Alors si on veut calculer le score de Havre-Bradshaw, que je vous rappelle ici, il a un bien-être général qu'on estime à moyen, ce qui fait un point. Il a des douleurs abdominales qui sont plutôt moyennes également, avec donc un score à 2. Il a 2 selles liquides par jour. Il n'a pas de masse à l'examen, ce qui fait donc 0. Il n'a pas de signe non plus extradigestif, et ce qui nous fait un score donc à 5, qui confirme bien notre impression clinique.
Alors le consensus, que nous dit donc le consensus dans une maladie de Crohn, donc légère, active, comme on vient de le définir, de localisation iléale ou iléosécale, la première ligne, c'est le budesonide. Et c'est exactement ce qu'on a choisi là. Les 5-ASA ont plus vraiment de place dans la prise en charge des maladies de Crohn, il faut le savoir. Autant c'est un traitement cardinal des RCH, autant dans la maladie de Crohn il n'y a plus de place ou quasiment plus. Et donc on est en accord entre les recommandations ECHO et le consensus français pour proposer le budesonide. La question c'est aussi qu'est-ce qu'on lui propose pour la suite. Est-ce que on poursuit le budesonide pendant une longue durée, par exemple pendant 1 an? Est-ce qu'on va le surveiller simplement? Est-ce qu'on switch finalement, on a fait le budesonide, puis après on préfère mettre un traitement, même si on n'est pas complètement convaincu de son efficacité, par 5-ASA? Est-ce qu'on lui fait d'emblée un traitement par azatioprine, donc par un immunosuppresseur, ou est-ce qu'on lui propose la chirurgie? Alors, évidemment, je vous ai mis des propositions diamétralement opposées. Il a répondu finalement, et donc ce qu'on propose, c'est une surveillance. Et là encore, je vais vous reparler des consensus. Vous voyez ici, donc les répondeurs, lorsqu'on a fait le budesonide, on n'a pas de traitement à proposer en entretien sur une première poussée de maladie de Crohn légère. Bien sûr, il faudra surveiller de manière rapprochée ce patient, vérifier qu'il n'y ait pas de complications ou de rechutes surtout qui apparaissent et qui nécessiteraient un nouveau traitement. Il y a plusieurs études qui ont testé l'azatioprine dans les maladies de Crohn nouvellement diagnostiquées et a priori une attitude simplement donc de surveillance et de mise en route du traitement par azatioprine de rechute est tout à fait aussi valable que une mise en route directe de l'azatioprine sur des formes nouvellement diagnostiquées. Donc pas d'indication chez lui, on a une forme de maladie de Crohn légère, active, qui répond bien au budesonide, à autre chose qu'une surveillance. Donc on va le surveiller et bien sûr le traiter si nécessaire. Alors autre question, c'est quel pronostic pour Paul, parce que finalement c'est un peu ce qu'on se pose. On se dit on prend pas de traitement, d'entretien. Est-ce que finalement la maladie de Crohn iléale pure, elle est une meilleure pronostic que d'autres localisations? Et ça c'est une question qui est de plus en plus importante puisque on s'aperçoit qu'on a vraiment des profils différents et que la localisation de la maladie, la distinction entre la RCH, la forme de Crohn colique, elle est peut-être pas aussi claire que ça. Et il y a pas mal d'études là-dessus. Donc moi les questions c'est est-ce que la forme iléale pure est de meilleur pronostic? Est-ce que c'est identique à la forme colique? Et puis est-ce que le tabac est un facteur de mauvais pronostic? Bon, ça c'est la question joker, évidemment. Alors la réponse c'est que on a en effet des pronostics différents entre les formes iléales et les formes coliques. Vous allez voir pourquoi. Premièrement, dans cette étude qui regroupait en fait, il y a une méta-analyse qui regroupait les essais pivotaux des anti-TNF, de l'ustekinumab, aussi les réponses au vedolizumab, en comparant finalement les localisations. Est-ce que le Crohn colique est pareil que le Crohn idéal? Et en fait, ce dont on s'aperçoit avec cette étude, c'est que la forme idéale, elle a une moins bonne réponse aux biothérapies. Elle a également plus de complications. Alors voilà, l'hypothèse c'est lié au calibre du grêle. Évidemment, quand il y a une cicatrisation sous forme de fibrose, on aura une sténose, on aura une complication sténosante plus facilement dans le grêle que dans le côlon. Et puis cette forme idéale est plus souvent associée au tabagisme, qui lui-même évidemment est un facteur de mauvais pronostic. Autre chose, est-ce que la cicatrisation elle est finalement dépendante de la localisation? Honnêtement, voilà, on avait des idées, mais on savait pas trop. Et là, on a une analyse post-hoc de l'essai Tayloris. C'est des patients qui étaient traités donc en combothérapie par infliximab et azatioprine, avec des évaluations endoscopiques évidemment à l'entrée et puis à 12 semaines et à 1 an. Et on a pu voir la différence de cicatrisation entre les ulcérations creusantes superficielles et les localisations de la maladie. Et je vous montre ça sur cette slide. Est-ce que la cicatrisation des ulcérations creusantes est la même que celle des ulcérations superficielles, a priori, avec un traitement par combothérapie, il n'y a pas de différence. Mais par contre, sur le diagramme de droite, on a un taux de cicatrisation par segment à 1 an qui est différent
entre les localisations idéales que les localisations coliques ou rectales. Donc finalement, moins de cicatrisation des ulcérations idéales, coliques, versus coliques ou rectales. Donc vraiment une différence. Alors ça va un peu à l'encontre de ce que je vous ai dit. Je vous dis finalement c'est une forme légère, on va simplement le surveiller. Non, ça veut dire, je pense ça dans notre prise en charge, c'est dire ok, on l'a traité par budesonide, il a très bien répondu, il faut bien le surveiller. S'il rechute, il faut là dans ce cas-là, bien sûr, repartir sur un traitement d'induction, mais aussi enchaîner avec un traitement de maintien de la rémission dans ce cas. Alors finalement, on le perd de vue, malheureusement. Toutes les bonnes consignes qu'on lui a données, de bien revenir nous voir, il va mieux, donc il a plus envie de vous voir, c'est logique. Et il recontacte en urgence 1 an et demi après ce premier épisode pour un tableau de douleur abdominale intense avec une fièvre. Il y a un empattement de la fosse iliaque droite, une masse douloureuse. Toujours pas d'atteinte périnéale. Cette fois, il a perdu quand même vraiment du poids. Il a perdu 6 kilos en 2 semaines. Il se restreint au niveau alimentaire. Il a une franche CRP élevée à 140, une hyperleucocytose. Et on suspecte évidemment une poussée, une complication de la maladie de Crohn, et notamment l'abcès. Donc, quel examen on peut réaliser? Une échographie, un scanner, une entéro-IRM, une coloscopie. Alors nous, on réalise volontiers un scanner, même si on essaye d'éviter l'irradiation de nos patients. Il peut avoir une échographie, mais globalement, le scanner sera probablement meilleur. Ce qui est conseillé par le consensus éco, c'est un peu tout. C'est à la fois l'échographie, le scanner et l'IRM. L'IRM, on n'a quand même pas un accès aussi facile. Donc probablement quand même l'examen en coupe de type scanner sera bien pour ce patient. Donc le scanner est réalisé, on retrouve une atteinte inflammatoire qui s'est étendue, on était à 10 cm, qui avait donc l'air de régresser probablement, et là on a 20 cm et un abcès de 3,5 cm de diamètre au contact. Il n'y a pas d'autre atteinte visible sur le scanner, même si l'examen reste limité, il n'y a pas de remplissage du tube digestif. Donc ma question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on propose ici? Est-ce qu'on met en route un traitement par anti-TNF? Est-ce qu'on draine chirurgicalement? Est-ce qu'on propose d'emblée une résection iléosécale? Est-ce qu'on draine radiologiquement? Est-ce qu'on fait une antibiothérapie? Est-ce qu'on propose une corticothérapie devant cette iléite? Alors, bien sûr, c'est un dossier à discuter de façon collégiale. Nous, on propose volontiers un drainage radiologique quand il est possible. Malheureusement, tous les abcès ne sont pas accessibles à un drainage radiologique. On va associer ce drainage à une antibiothérapie, donc un traitement médical complet, drainage plus antibiothérapie. On évitera le drainage chirurgical, même si il est possible, et on évite la résection iléosécale d'emblée dans une forme où le patient finalement, il est pas en défense, il n'a pas de signes qui nécessitent une chirurgie en extrême urgence. Elle peut se discuter, mais peut-être de manière un peu différente. Alors c'est ce qui est proposé également dans le consensus éco. Si possible, on fait un drainage radiologiquement guidé, souvent sous scanner, comme vous avez là en image ici. Donc l'abcès, il est drainé radiologiquement. Paul reçoit un traitement antibiotique d'une 15aine de jours. Il va bien mieux cliniquement, il a moins mal, il a plus de fièvre. Et puis on le voit avec un scanner de contrôle qui retrouve un affaissement de l'abcès. Mais toujours une iléite. Donc il y a toujours l'iléite. Il a une CRP qui est passée de 140 à 22, ce qui est beaucoup mieux. Il a un poids stable, son poids de forme c'est 66, donc il a toujours 60 kilos. Il a toujours un poids faible malgré tout. Donc mes propositions, c'est est-ce qu'on met en route un traitement par anti-TNF? Est-ce qu'on lui propose une résection iléosécale maintenant qu'on est dans une situation un petit peu plus contrôlée? Est-ce qu'on lui propose une antibiothérapie prolongée pendant 3 mois ou une corticothérapie pour traiter l'iléite? Alors c'est pas si simple finalement de répondre à cette question. Ça l'est un peu plus maintenant grâce aux études que je vais vous présenter maintenant, et probablement qu'on va lui proposer un traitement par anti-TNF, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années où on aurait dit attention, il y avait un abcès, donc il faut le proposer à la chirurgie d'emblée et peut-être pas proposer de traitement spécifique et notamment d'anti-TNF vis-à-vis du risque notamment infectieux. Alors ce que dit le consensus éco, c'est assez large, c'est de dire finalement, lorsqu'on a drainé l'abcès, un management médical
peut être considérée, donc sans chirurgie. Et par contre, la chirurgie, elle doit être pensée, elle doit être évoquée à tous les stades. Et donc, bien sûr, il faudra lui en avoir parlé, il faudra lui dire que s'il y a échec, il faut passer par la chirurgie, puisqu'on n'aura pas d'autre solution. Donc, c'est vraiment prévenir le patient et d'emblée une prise en charge multidisciplinaire. Alors une étude rétrospective simplement pour nous dire quoi penser des anti-TNF et de la maladie de Crohn fistulisante. Là c'est anti-TNF et fistule interne, pas forcément d'abcès. Étude rétrospective, 47% de chirurgie à 5 ans, donc malgré tout on n'en est pas tout à fait sorti de la chirurgie, hein, bien sûr. Par contre il y a quand même 30% de fermeture de cette fistule à 5 ans, donc un intérêt clairement des traitements, mais c'était une étude rétrospective. Maintenant, on s'appuie beaucoup sur l'étude MICA, qui a été présentée à plusieurs congrès internationaux et dont les résultats in extenso vont être publiés, qui s'intéressait à la réponse à l'adalimumab chez les patients qui ont un abcès abdominal drainé. Donc, c'est une cohorte observationnelle, prospective, multicentrique du GTED. Les patients étaient inclus après le diagnostic d'abcès. Ils étaient drainés, ils avaient un traitement antibiotique. Et lorsque là, ils étaient screenés à ce moment-là, et puis inclus au moment où finalement on vérifiait par IRM que l'abcès était bien contrôlé. Et si l'abcès était bien contrôlé, on pouvait mettre en route un traitement par adalimumab, donc schéma classique, 160 mg S0, 80 mg S2, puis 40 mg tous les 15 jours. Et les patients étaient ensuite suivis avec un critère de jugement principal à la semaine 26. Les caractéristiques des patients, je ne vais pas m'étendre dessus, mais des maladies quand même récentes. Certains recevaient des corticoïdes à l'inclusion, du budesonide. Un tiers avait reçu des thiopurines ou en recevait au moment de l'inclusion. Alors les résultats, le critère de jugement principal, c'était le succès de l'adalimumab à la semaine 24 sur donc 117 patients, pas de corticoïdes à la semaine 12, pas de récidive de l'abcès, pas de chirurgie, pas d'arrêt de l'adalimumab, pas de rechute clinique, donc des critères assez stringents. Vous voyez de bons résultats, 74% de succès donc à cette semaine 24 versus 26% d'échecs définis comme l'absence de succès. Alors Lucine, peut-être un petit commentaire sur ces résultats de l'étude MICA qui sont évidemment très très encourageants pour l'adalimumab. On a peut-être quelques limites à discuter ensemble. C'est vrai que ça confirme une pratique qu'on a depuis quelques années récentes. Déjà, la stratégie de un abcès survient. Je crois que le message très important, c'est le patient doit surtout pas être opéré en urgence parce que c'est là qu'il risque d'y avoir des sacrifices de grêle importants, des chirurgies très compliquées avec un mésentère qui colle finalement partout. Donc c'est le succès de cette stratégie médicale, antibiotique, plus ou moins drainage et recontrôle de la maladie. Alors il y a 2 points très importants, je crois. C'est très enthousiasmant ces résultats, mais il faut quand même préciser que déjà c'est des patients qui avaient des maladies récentes, des petits abcès. En moyenne, l'abcès il faisait pas plus de 2 cm et il y avait un succès complet du traitement de l'abcès par antibiotique. Voilà, c'est le prérequis, c'est de contrôler que cet abcès est complètement traité. L'autre point, c'est que c'est que des patients naïfs de biothérapie. Je crois que la situation d'un patient qui arrive avec un abcès alors qu'il est déjà sous antériorité de plusieurs lignes de traitement et notamment déjà sous anti-TNF, c'est plus du tout la même situation. Et là, ça doit faire clairement discuter la chirurgie et pas une nouvelle ligne de biothérapie. Oui, tout à fait. Donc Paul reçoit donc le traitement d'induction. Finalement, lui, il est dans cette situation que tu as bien rappelé, qui était quand même sélectionnée, favorable. Il reçoit donc le traitement d'induction par adalimumab, puis un traitement d'entretien, 40 mg toutes les 2 semaines. Malheureusement, 2 mois après, il revient nous voir. Il va de nouveau moins bien, il a des douleurs, il a une perte de poids, il a 55 kilos maintenant, donc il a vraiment perdu beaucoup de poids, et on lui refait un scanner qui confirme la récidive cette fois-ci de l'abcès. Donc on avait bien réussi à le drainer, on a démarré un traitement, on s'est mis vraiment dans de bonnes conditions, et malheureusement il est à nouveau sous une forme abcédée. C'est quand même aussi la vraie vie, hein, malheureusement. Il n'y a pas que les 74% de réussite, on a aussi ceux qui malheureusement ne répondent pas.
Donc ma question, c'est est-ce qu'on lui fait cette fois-ci un drainage chirurgical? On a eu un drainage radiologique initial. Est-ce qu'on peut lui faire un drainage chirurgical? Est-ce qu'on lui fait une résection iléosécale un peu en urgence dans les 48 heures? Est-ce qu'on change de biothérapie? Donc on passe à une deuxième ligne de biothérapie. Est-ce qu'on lui propose une nutrition artificielle? Alors moi j'ai retenu surtout de le renourrir. Tu l'as bien dit, il faut essayer de pas leur sauter dessus pour la résection iléosécale. Alors là on peut dire qu'on a pris du temps puisqu'on a traité, etc. Mais malgré tout, là, il revient. On a presque une nouvelle histoire. Hein, il a de nouveau un abcès. Il faut probablement se remettre dans de bonnes conditions. Peut-être drainer l'abcès, et pas chirurgicalement, mais radiologiquement, si c'est possible. Là, c'est un petit abcès, pas sûr qu'on puisse. Aller parler d'une nouvelle ligne de biothérapie, très honnêtement, on est vraiment hors les clous classiques. Là, on a une récidive d'abcès. Probablement, il faut parler de chirurgie. Là, il y a quand même peu de doutes. Il faut le présenter si ça n'a pas été fait, mais ça a dû être fait au chirurgien. Et il faut le nourrir. Alors ça, c'est un peu le dernier point que je voulais aborder. Les recommandations. Donc pour les patients atteints de MICI, bien sûr, dépister la dénutrition. Peut-être qu'il aurait fallu d'ailleurs le nourrir un peu plus en avant ou le surveiller un peu plus. Là, il a perdu beaucoup de poids. Privilégier si possible la voie entérale, même en préopératoire. Donc sonde et traitement. Clairement, chez lui, il y a une dénutrition qui est importante. Donc il faut l'aider à reprendre du poids et privilégier cette nutrition dans tous les cas. Alors le consensus éco nous donne d'autres aussi d'autres éléments. C'est ce que tu as dit aussi, contrôler le sepsis, donc peut-être pas sauter dessus tout de suite et attendre un petit peu que les choses soient un peu plus contrôlées, donc le remettre sous antibiotiques, prendre un peu le temps, le renourrir, ça c'est l'élément 4.1 à gauche, bien le nourrir, ça c'est évident, entéral ou parentéral, mais privilégier l'entéral. Des débats un petit peu sur l'utilisation des anti-TNF en préopératoire. Est-ce que finalement ça va impacter négativement la prise en charge? Et une étude du GT de chirurgie qui tendait à dire qu'on avait plus de complications, donc qui n'a pas été confirmée par d'autres études. Donc globalement pour l'instant il n'y a pas de, on va dire, on retient pas de risque particulier. Donc on regrette pas de l'avoir traité. Bien sûr là on est en échec, donc on va arrêter sa biothérapie pour le préparer à la chirurgie. Par contre, thérapie qu'on doit évidemment éviter, c'est la corticothérapie prolongée, donc dose supérieure à 20 mg et plusieurs semaines de traitement, ça c'est négatif pour la chirurgie, et notamment pour la survenue possible de complications. Donc éviter les corticoïdes, bien le renourrir et puis essayer de se mettre dans une fenêtre un petit peu plus tranquille, sans sepsis évidemment. Voilà, et c'est ce qu'on va finalement proposer. On va le nourrir pendant une quinzaine de jours. On va arrêter l'adalimumab qui n'a pas d'effet. Il va être opéré avec une résection iléosécale en un temps, et ce qui va permettre d'avoir des suites simples, un geste sous la paroscopie sans stomie préventive d'une éventuelle complication post-opératoire. Et puis il faudra bien sûr parler du traitement post-op, mais c'est pas l'objet de notre topo aujourd'hui. Pour résumer, faut pas quand même sous-estimer les formes idéales pures, bien les surveiller. La prise en charge de ces abcès, elle est pluridisciplinaire. Il faut parler au radiologue, il faut parler au chirurgien d'emblée, il faut parler aux nutritionnistes, aux diététiciennes. Il faut vraiment prendre en charge ça de manière globale. C'est pas toujours simple parce que les patients rentrent dans leur maladie parfois comme ceci. C'est le cas du cas clinique présenté ici. Privilégier le drainage radiologique, bien sûr, avec une antibiothérapie. Un traitement anti-TNF est possible après régression de l'abcès, pas sur un abcès évidemment qui reste important. Et la chirurgie, on vient de le voir, doit se faire dans de bonnes conditions si possible. Donc pas de corticoïdes, un patient renourri au maximum et dans des situations de non sepsis. Voilà, merci à tous. Merci de votre attention. Merci Lucine, parce qu'un petit mot de conclusion également sur nos cas cliniques. Non, effectivement, je pense que finalement, dans les cas cliniques, on voit que connaître la stratégie thérapeutique, c'est important, mais la surveillance des patients, c'est fondamental parce qu'il va falloir prendre des décisions étape par étape. Tout à fait. Merci à tous. À bientôt.